Allez, bienvenue les graphes, on se refait. Comme chaque week-end, j'ai l'impression que les semaines passent à une vitesse de plus en plus rapide. Bon, j'ai encore la crève, je vais encore parler du nez. On se refile tout dans la famille, c'est ça qui est chouette. Euh, donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y avait la grosse stat inflation cette semaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez deux salles, deux ambiances. Il y a deux façons d'interpréter tout. Et je pense que ça va être comme ça encore quelques semaines, si vous voulez, et ça va être pareil sur le consommateur. Moi, mon idée, c'est que ces stats inflation, au fur et à mesure, maintenant, je dirais qu'on s'en fout un petit peu. On part du principe que la tendance est à la baisse. On parle de désinflation. J'ai toujours des gens qui m'écrivent: «Ouais, mais non, c'est pas vrai, les prix ne baissent pas», et cetera. On ne parle pas de déflation, on parle désinflation. C'est-à-dire, les prix montent, mais moins vite qu'auparavant. Et surtout, n'oubliez pas que les stats que l'on vous donne, ce sont des stats qui sont toujours lissés sur une année. Donc, il suffit, si vous voulez, que vous ayez eu des prix très élevés il y a une année pour que cette année, vous ayez un effet de base, si vous voulez, positif. Cet effet de base, il va se gommer parce qu'à partir de l'année dernière, déjà, on commençait déjà à avoir la baisse du pétrole et la baisse des biens. Ce qui manquait à l'appel, c'était les services. Et petit à petit, les services, maintenant, sont en train de baisser. Ce qui manque surtout à l'appel dans la stat américaine, c'est qu'ils ont une grosse pondération sur les loyers. Et ce truc, ça reste un petit peu au perché. Mais globalement, si vous regardez les biens et surtout, donc si vous regardez surtout les biens et vous regardez un petit peu les services, les 2% d'objectif de la Fed d'inflation, on y est. Donc c'est fait, je veux dire. Donc le marché, je veux dire, il a anticipé d'une certaine manière, mais il a anticipé une fois la mort de l'inflation, globalement, enfin la fin de cette inflation-là, et à la fois le fait que la Fed allait baisser les taux. Alors après, on s'est chamaillé pour savoir s'ils allaient baisser en mars ou en mai ou en juin. On s'est chamaillé pour savoir s'il allait avoir 3, 4, 5 baisses de taux. On s'est dit que quand le Nasdaq avait gagné 2000 points, que le marché voyait certainement 5 baisses de taux, que c'était trop, etc., qu'on en aurait beaucoup moins et que ça se casserait la figure quand on réaliserait qu'on en a moins. Bah, on réalise qu'on en a moins. On a également une membre de la Fed, je ne sais plus qui, hier, qui nous a expliqué qu'en gros, la bataille contre l'inflation n'était pas vaincue. Elle a raison, c'est pas fait. Il faut bien comprendre que l'inflation, si vous voulez, c'est pas un truc, quand vous appuyez sur un bouton on/off, vous avez toujours à un moment donné des sinusoïdales. Et c'est, si vous voulez, la stat que vous avez eue, la stat que l'on a eue, hier sur le PCE, globalement, pour moi, c'est ça que l'on a. C'est-à-dire qu'on voit que la tendance est à la baisse sur l'inflation, mais on voit sur un an glissant, mais on voit surtout que la tendance court terme est à la hausse, c'est-à-dire que l'inflation rebondit. Maintenant, toute la question, évidemment, est de savoir si c'est juste un petit rebond épisodique ou si c'est une relance. Et pour ça, ce qu'il faut regarder, c'est les salaires. Parce que ce qui a été très intéressant et ce qui a permis aux consommateurs de tenir également, outre tous les boucliers, les aides, les machins, c'est le fait que son salaire continue d'augmenter actuellement alors qu'on est dans un processus de désinflation. C'est toujours pareil, vous avez un lag, c'est normal, si vous voulez, le temps qu'on réagisse pour remonter les salaires, c'est parce que vous avez déjà des protestations et vous voyez déjà que vous n'en avez pas assez à la fin du mois, et donc vous protestez pour essayer d'avoir une hausse de salaire. Vous avez toujours un temps de retard. Et ce temps de retard, on l'a actuellement. Donc ce que l'on voit, c'est que les hausses de salaire maintenant commencent à s'estomper. C'est-à-dire que le consommateur, petit à petit, si vous voulez, va commencer à tirer un petit peu plus sa langue. Évidemment, il y a toujours deux salles, deux ambiances là aussi. C'est qu'on a déjà énormément une majorité de consommateurs qui tirent, qui sont dans la fourchette basse, je dirais, de la classe moyenne, qui tire déjà la langue, mais ensuite quand on regarde les stats et qu'on se dit que le consommateur est en bonne santé, ce qu'il faut se dire, c'est comme quand vous regardez un petit peu le patrimoine moyen, des Français, par exemple. C'est on va toujours vous expliquer que le patrimoine moyen, c'est 500 000 balles à peu près, par Français. Sauf que la problématique, si vous voulez, c'est que, en gros, c'est une moyenne et en gros, vous avez, 10 des gens qui vont avoir des patrimoines au-dessus de 2 ou 3 millions d'euros qui vont du coup, qui vont du coup faire en sorte qu'on tire vers les 500 000 euros. Et quand une majorité de gens voient qu'on est en patrimoine de 500 000 euros, ils se disent c'est pas moi. Et en gros, vous allez trouver une majorité de gens qui ont un patrimoine bien inférieur à ces 500 000 euros, qui sont, je sais pas, à 100, 150, 200 000, et une minorité de gens, mais qui sont en mode. Et qu'est-ce que vous retrouvez là-dedans? Vous retrouvez la même typologie que la surconcentration des granolas ou en Europe ou des 7 magnifiques. Et donc on est surpondéré, concentré, si vous voulez.
Et donc si vous faites des moyennes, en fait, vous vous dites: «Bah, tout va bien globalement». Mais ce que l'on ne se rend pas compte, c'est que si on va chercher et creuser, c'est qu'on a une majorité d'individus, entre guillemets, où ça va pas bien, ou d'entreprises et cetera, où ça va beaucoup moins bien, et une minorité où ça va très, 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 très bien, et ils arrivent à compenser, en fait, pour tous les autres qui vont pas du tout bien. Ce qui fait que quand vous regardez la bourse, actuellement, évidemment, vous avez pas l'impression de voir l'économie, et encore moins que d'habitude. Ça a jamais été le cas, parce que vous avez toujours une anticipation du marché, à la hausse ou à la baisse, et en général, le marché se gourre pas trop, mais actuellement, tout cela s'est renforcé. Et ça a été donc sur cette stat inflation, on peut la lire de 2 manières différentes, mais actuellement, le marché, il lit tout de la manière positive. On va baisser les taux. Donc aujourd'hui, on a bien acté qu'on baisserait les taux certainement que 3 fois dans l'année 2024. On va les baisser certainement en juin, on va les baisser à la rentrée, et on fera une dernière baisse évidemment en mode sapin de Noël. Donc que 3 baisses entre guillemets. Il faut savoir que on a maintenu la si on a eu la désinflation, on a maintenu les taux à 5. C'est-à-dire qu'entre une inflation, on va résumer, qui est à 3 aujourd'hui, et vos taux qui sont à 5, vous êtes en taux réel positif de 2. Ce qui fait que ça, c'est contraignant sur l'économie. C'est-à-dire que plus, finalement, la banque centrale, si vous voulez, n'est pas accommodante en baissant ses taux, elle est actuellement contraignante parce qu'elle ne les baisse pas assez vite. Elle devrait accompagner la baisse de l'inflation, et à la limite, quand l'inflation va remonter, si elle remonte, ils devraient remonter les taux à ce moment-là, s'ils veulent, continuer de lisser dans ce moment-là. Là, le fait, si vous voulez, d'attendre, en fait, eh ben, c'est des mois qui passent et qui sont une contrainte sur l'économie. Donc, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, on va voir dans les stats économiques que ça commence à tirer la tronche. On va voir que le consommateur commence à avoir du mal. On commence déjà à le voir. Mais pour l'instant, si vous voulez, vous êtes dans un marché de flux. C'est-à-dire qu'en gros, les mauvaises nouvelles sont un petit peu oubliées et on se concentre sur les bonnes nouvelles. C'est-à-dire que on n'a absolument pas vendu le fait qu'on était passé de 5 baisses de taux en 2024 prévues à 3 maintenant. On continue d'acheter. Baisse de taux, baisse de taux, baisse de taux. C'est très bien la baisse des taux, si vous voulez. Mais il faut bien considérer qu'à un moment donné, là où le marché pense qu'en gros, on est en baisse de taux, en mode, on revient à ce qu'on connaissait avant, c'est inflation très basse, croissance molle, et des banques centrales, en gros, qui sont en taux réel négatif, c'est peut-être très différent de ce qu'ont réellement les banques centrales en tête, c'est-à-dire de maintenir les taux de manière contraignante. Et ce qui va surtout faire la différence, on en avait déjà parlé, pour moi, c'est comment les gouvernements vont agir. Parce que ce qui a compensé aujourd'hui justement l'aspect contraignant de la hausse des taux des banques centrales, c'est l'aspect très accommodant des gouvernements, qui ont continué de faire des boucliers, des trucs, des machins. Mais ça, à un moment donné, squeak aussi. Donc là, on est dans une année d'élection. Donc en gros, c'est pas le moment où vous allez expliquer aux gens qu'il faut se serrer la ceinture. Et ce qui va se passer, ça, c'est après. C'est là où ça va nous intéresser. Donc, dans ce stade-là, on est dans les lunettes roses. En gros, on achète absolument toutes les stats, même celles sur l'inflation, où on peut la lire de deux façons. Certains décideront de voir le verre à moitié plein et de se dire bah, l'inflation continue de descendre par rapport à ce qu'elle était l'an dernier. Très bien. On continue d'être donc sur la droite ligne des 2%. Très bien. Les banques centrales vont baisser les taux. Très bien. Et les autres vont voir que, oui, on est sur une tendance descendante, mais on a un petit rebond. Est-ce que ce rebond n'est qu'un petit rebond dans une tendance de fond qui reste à la baisse, ou est-ce que c'est un rebond qui va rester un petit peu plus collant? Et si ce rebond-là reste un petit peu plus collant, et ben là, on commence à se poser des questions sur la Fed va peut-être nous baisser les taux, mais elle va les baisser très lentement, très succinctement, jusqu'à ce qu'elle les baisse rapidement, parce qu'éventuellement, on leur tombera dessus en leur expliquant aussi qu'ils ont laissé les taux trop longtemps trop hauts et qu'à un moment donné, on a fini par casser un truc. Ah, et c'est toujours la faute de la Fed. Mais jusqu'à preuve du contraire, il faudrait que tout le monde s'excuse globalement, parce que la Fed, depuis le Covid, si on regarde bien, c'est du 100%, hein. Donc c'est impeccable. Même si on voulait jouer à un moment donné sur l'inflation transitoire, et cetera, que certains ont voulu jouer sur les mots, on est en plein dedans. C'est maintenant où ça va être intéressant. Donc l'inflation, pour moi, il y a la Chine et donc les matières premières. Les deux sont interconnectés, donc je regarde le pétrole. Le pétrole, il est dans sa congestion, cassera, cassera pas. S'il casse par le bas, évidemment, on va commencer à se dire, le consommateur tire la langue, on commence à jouer la récession. Attention au cyclique. Attention donc aux matières premières, etc. Euh, Si on commence à casser par le haut, on va se dire, bah, ça va dynamiser l'inflation.
ça va casser le pouvoir d'achat, donc ça va affaiblir le consommateur. Donc la récession, on ne se la prend pas tout de suite, mais on se la prendra plus fort plus tard. Donc c'est qu'une question, si vous voulez, de comment on met le quintet dans l'ordre. Mais à ce moment-là, pour moi, je serais tenté de dire aujourd'hui, si je dois réfléchir d'un côté valorisation, c'est énergie. Donc je regarde l'énergie, c'est là où j'ai des valorisations qui sont encore très attractives. C'est là, à la limite, où dans tous les scénarios qui peuvent éventuellement se mettre en place ces prochaines années, j'ai un petit peu le pot pourri et le meilleur des mondes. Euh, donc voilà, en termes de revalorisation. Donc ça, c'est ce que je regarde. Donc le pétrole cassera pas par le haut. Si je regarde mes taux à 10 ans, on voit, ça moufte pas trop. C'est toujours ma congestion. Donc pour moi, en fait, tant qu'on est dans cette congestion-là, c'est idéal pour le marché. Si on commence à sortir par le haut, par le bas, si on sort par le bas, ça veut dire que les taux montent, ça veut dire inflation. Si on commence à sortir par le haut, ça veut dire que les taux baissent, mais attention, on tapera dans les deux mains à un moment donné, mais ça voudra aussi dire que mon consommateur commence à tirer la langue. Et à un moment donné, si vous voulez, si le consommateur commence à tirer un petit peu trop la langue, c'est plus idéal pour le marché. Ce qui est idéal pour le marché, c'est quand vous n'avez pas de volatilité. Quand la volatilité va reprendre, c'est là où le marché également va un peu plus se réveiller, à mon sens. Donc, pour l'instant, je pars du principe que c'est un marché de flux, mais quand on regarde l'obligataire reflète la macro, c'est-à-dire on est en attente. On est en attente aujourd'hui et on sait que c'est une question de semaines, de mois, pour commencer à avoir des billes un petit peu plus supplémentaires pour choisir notre hypothèse de travail. Pour moi, je reste à ce stade-là, même si on va chercher un petit peu en bas, etc., je reste sur une construction, in fine, qui sort par le haut. Pour, alors ça c'est une hypothèse, hein, ça peut très bien faire ça, hein, peu importe, mais je reste sur l'idée qu'on sortira de ça par le haut, avec l'idée du coup qu'on va parler un peu plus, on va se concentrer un petit peu plus sur la santé économique et le consommateur. Donc il faut attendre, le marché va décider, mais graphiquement, on voit que l'obligataire n'est pas du tout en mode euphorie, comme le marché action. Donc on est sur un phénomène de flux. Quand je regarde le DAX, globalement, on est sur les plus hauts, on pète toutes les résistances, donc l'idée c'est même plus d'avoir des résistances en tête, parce que là, si vous voulez, à un moment donné, il n'y a même plus de vendeurs. Hein. On est en mode, ils sont où les vendeurs, mais ils sont où les vendeurs? Parce qu'il y a plus personne qui est en face, il y a plus de contrepartie, en fait. On est vraiment dans un marché qui monte en ligne droite parce qu'il y a plus personne qui se met en face. À partir du moment où il y a plus personne qui se met en face, ça monte d'autant plus fort en exponentiel, mais ça crée un risque aussi de volatilité, de retour du bâton. Ça ne veut pas dire que ce retour du bâton retournera le marché dans son ensemble en mode crack du jour au lendemain, je n'y crois absolument pas. Ça veut juste dire qu'il faut intégrer qu'à un moment donné, on va retrouver de la volatilité sur les indices, de la volatilité forte qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les indices, qui peut chambouler certains qui sont sur les indices parce que c'est pas volatile. Et la volatilité sur les indices, si vous voulez, quand elle est à la hausse, on n'a pas l'impression que c'est un risque, parce qu'évidemment, ça nous arrange bien. Mais dès qu'elle commence à être à la baisse, on se rend compte un petit peu du risque qu'on avait pris, du levier qu'on avait pris, et du zéro couverture qu'on n'avait pas prise. Je parle pour les plus gros comptes, bien entendu. Donc après, si on veut croire que le marché a les moyens d'aller plus haut, il le peut. Mais plus on va haut, plus on crée l'exponentielle, plus à un moment donné, vous aurez le retour de bâton. C'est juste à avoir en tête. Après, pour moi, les supports, ils sont assez clairs. Hein. 17 003, 17 005. Tant qu'on est au-dessus de ça au niveau du DAX, et si on se replie, ça sera la zone de support. Je pars du principe que à ce stade-là, alors il peut toujours y avoir un signe noir, bien entendu, mais à ce stade-là, on n'a rien qui peut permettre de renverser la vapeur du jour au lendemain. Donc je pars du principe que même si on devait la corriger, cette correction serait achetée. On resterait dans l'idée que c'est une opportunité. C'est pour ça qu'à ce moment-là, globalement, c'est dangereux de se mettre en face. Mais c'est d'autant frustrant également que si vous n'avez pas les quelques actions qui fonctionnent bien dans les indices, vous avez l'impression que votre compte, il est déjà en récession. Donc c'est ça toute la problématique du compte. Et il y a beaucoup de personnes du coup qui vont renforcer le fait que il n'y a que les ETF qui comptent. Hein. Il faut arrêter de faire de l'investissement actif et des actions. Voilà, je le savais, mais là, c'est vraiment prouvé. En fait, si vous voulez, vous arrivez au paroxysme d'un truc de surconcentration d'un phénomène de marché, qui va donc plébisciter une classe d'actifs ou plébisciter une stratégie ou une méthode d'investissement et faire en sorte qu'il y a consensus pour dire il n'y a que ça qui marche. Et si vous regardez historiquement en bourse,
bah, vous avez eu des alternances, vous avez eu des cycles. Que ce soit à l'intérieur des secteurs d'activité, que ce soit à l'intérieur des leaders, que ce soit à l'intérieur des concentrations, que ce soit à l'intérieur des classes d'actifs, obligations, actions, etc., or et compagnie. Vous regardez 100 ans d'histoire, je vous avais fait une vidéo, je sais plus, un truc du dragon, je sais plus trop quoi, mais toujours est-il que, voilà, si on regarde vraiment l'histoire, on comprend bien, si vous voulez, qu'il y a pas une stratégie qui marche tout le temps. Heu, toutes les stratégies vont marcher à un moment, mais jamais tout le temps. Après, la problématique que l'on a, c'est que c'est comme l'immobilier qui est monté pendant 20 ans, si vous voulez, toute une génération apprend que, ça ne peut que monter. Donc c'est ça le truc aussi, ça fait prophétie autoréalisatrice. Donc on est en plein là-dedans. Mais je pars du principe que pour moi, il faut faire les 2. C'est important de faire les 2 parce que vous allez comprendre, à un moment donné ou à un autre, la roue tournera et pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans, on verra, j'en sais rien, mais on aura l'occasion d'en reparler. Être un investisseur actif sera nettement plus payant, de la même manière que ça a été très payant sur le Covid, post-Covid et sur l'année 2022, début d'année, les 6 premiers mois de 2022, quand on a eu la première rotation à faire, ça a été très important d'être investisseur actif. Et là, sur cette année 2023, globalement, on n'a plus cette impression-là parce que, ben, on a relancé tous les gros. Donc ça, voilà, c'est qu'une question de perception, mais c'est important pour moi de jamais se mettre dans des cases et de jamais se dire d'avoir de certitude, si vous voulez. Il faut se dire que, voilà, c'est des effets de mode. Il y a des trucs qui marchent à un moment donné, puis après ça marchera plus, puis après ça remarchera, et ainsi de suite. Ce qui est important, bah, c'est d'être diversifié en fait dans toutes ces modes, dans toutes ces stratégies, etc. Et d'avoir un petit peu de tout. On surpondère pour accompagner le marché et ensuite on va repondérer. On va gérer le portefeuille de cette manière-là. C'est ça pour moi et son patrimoine de cette manière-là. C'est ça qui est pour moi important. Si je vais regarder maintenant le CAC 40 pour éviter de vous faire, une vidéo de 20 minutes sur ça, CAC 40 pour moi c'est la même chose. Alors on patine un petit peu plus parce que le luxe patine un petit peu, mais bon, Hermès au bout d'un moment, je veux dire, ça peut pas continuer de monter en ligne droite. Donc c'est la même chose, mais bon, c'est positif. On voit la moindre consolidation est achetée. Alors moi, ce que je veux voir, si vous voulez, c'est à un moment donné, quand on commence à faire un petit peu de conso à plat, alors on peut aller chercher les 8000 points, potentiellement, hein. 8000 à 8002, c'est pas impossible. Pour moi, on est haussier point barre, tant que vous refermez pas ce gap, à court terme, hein. Parce qu'on est haussier point barre à moyen terme, au-dessus des 7007. Là, pour moi, si on va chercher ce gap-là, on aura certainement des acheteurs, et après on verra la force du rebond. Ce qui va surtout m'intéresser, pour moi, c'est quand on va aller chercher les supports, de voir avec quelle force on rebondit et de voir si les acheteurs sont tout de suite capables de récupérer des résistances ou s'ils commencent à buter. Parce que là, ça va commencer à pouvoir nous expliquer, si vous voulez, que les acheteurs restent acheteurs et en force, et, mais qui commencent à dépenser des forces à chaque fois pour rebondir. Et donc, petit à petit, les vendeurs reprennent le pas. Mais voilà, ça, derrière, c'est de la contamination d'unités de temps. Donc, c'est-à-dire que ça, on va se le dire à très court terme, puis après, on se le dira à court terme, puis après à moyen terme, et ça peut prendre beaucoup de temps. N'oubliez jamais que des tendances haussières aussi fortes que ça, avec une pondération de flux, ça ne se retourne pas comme une crêpe du jour au lendemain. Ça se construit un retournement à la hausse ou à la baisse. Ça prend du temps. Sauf quand vous le faites en V ici, mais c'est rare. Et la problématique que chaque investisseur va avoir, c'est que quand il vit ça, il le vit de manière frustrante et il se dit que la fois d'après, il ne se fera pas prendre et il va acheter par anticipation. Sauf que 9 fois sur 10, ça construit. Ça ne fait pas des remontées en V. Donc c'est important et également d'éviter ce genre de biais-là. Il y a toujours un moment opportun pour rentrer plutôt que de suivre le train. Quand on va regarder l'euro-dollar, ce qui m'intéresse sur l'euro-dollar également, c'est la construction que l'on a. Là également, on le voit, comme sur l'or, comme sur l'argent, comme sur le pétrole, comme sur tout en fait, on est dans des constructions. Ah désolé, j'ai le petit qui s'est levé, donc je pense que je devais parler de construction parce que je passe ma vie à parler de ça, donc on est toujours dans cette construction. Si ça casse par là, je vois un appétit pour le risque supplémentaire sur les valeurs européennes et les valeurs des pays émergents. Donc une petite rotation entre les US, on irait chercher du flux ailleurs, quoi. Si on repart par là, on pourrait se dire: «OK, ça veut dire que le dollar se renforce et cetera, donc je continue d'investir sur les US», mais en fait, pour moi, on renforcerait des actifs défensifs. Parce que si le dollar reprend des forces et que l'euro casse par le bas, c'est qu'il y a un truc, qui commence à chatouiller, les investisseurs en termes de risque. Donc là, voilà, on est dans la congestion, on est en attente là aussi.
Au niveau de l'or, là, on casse par le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on joue à plein la baisse des taux. Donc on est en plein là-dedans, les minières, on l'a vu, et cetera. On est à nouveau en train de jouer cet argument-là. On l'a joué plusieurs fois dans l'année et globalement ces derniers mois et après on voit que là, le marché a joué le contre-exemple, contrairement aux US. Alors les US, ça a duré, quelques heures et puis paf, on repartait. Mais là, on le voit, ça y est, on joue. On joue clairement l'idée qu'on va baisser les taux, qu'on continue l'endettement à gogo, et en gros que c'est un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend de quel, point de vue on a, vers, vers le fait que les banques centrales, pour pas trop dévaluer, parce qu'on va avoir une guerre des monnaies, pour pas trop dévaluer les monnaies, il faut acheter beaucoup d'or un petit peu pour se mettre en face. L'argent également se remet à l'attaque, mais là, il manque encore une résistance. Mais on se remet dans des bonnes dispositions. Et j'ai oublié un truc, je regarde le cuivre aussi. Et le cuivre, pour moi aussi, s'est remis dans des bonnes dispositions. Si ça casse par le haut, je pense on peut rejouer la Chine. Donc globalement, on peut jouer la remontée des matières premières d'une manière plus large. Peut-être un petit peu plus d'inflation également avec la Chine. Euh, il faut pas l'omettre aussi, et donc également, tout ce qui est pétrole et compagnie. Voilà, la Chine, si vous voulez, je pars du principe que ça va se faire petit à petit. C'est pas des trucs en ligne droite, mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, au-delà de la baisse des taux, des bans qu'ils font sur les marchés, sur les ventes à découvert et tout ça, ce qui m'intéresse plus, c'est, le déficit public qu'ils font. C'est surtout ça, quand ils vont commencer à sortir l'arme lourde sur ça, jusqu'à présent, ils ont reculé sur ça, mais c'est ça qui va vraiment, booster, derrière les marchés. Pour l'instant, on voit qu'on fait du rebond technique par rapport à la baisse, mais il ne faut pas encore trop, s'emballer, mais c'est ça qu'il faut jouer. Mais en tout cas, le cuivre également se remet dans des bonnes dispositions. Donc pour moi, voilà, c'est ces secteurs d'activité-là, quelque part, que j'ai envie de jouer. Si on a des consolidations et cetera sur les marchés, je pars du principe que c'est sur ça qu'on peut avoir des tendances haussières qui se mettent en place. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également, à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires et je vous retrouve pour la partie 2, la partie analyse action. Excellent week-end à vous les graphes et à la partie 2. Salut.